celui qui apprenait à mon époque ne restait pas sur la ferme. C'est pas pour ça qu'il ne restait pas dans le monde agricole, mais dans le monde para-agricole. Et de ce fait-là, tout ce monde-là, de la gestion du monde agricole, a dominé un petit peu ceux que j'appellerais les exécutants, c'est-à-dire les véritables gens de la terre, ont perdu un petit peu ont perdu d'être écoutés parce qu'on ne les écoutait plus. Ceux-là, c'était les paysans. J'étais agriculteur, mais agriculteur dans le conventionnel. C'est-à-dire que j'étais formé pour faire vraiment de l'agriculture chimique. Et je dois dire que c'était mon véritable enthousiasme pour moi de faire de l'agriculture chimique, quoiqu'elle est beaucoup critiquée aujourd'hui. Mais je peux dire que c'était la révélation de ma vie de travailler avec les engrais et l'ammonitrate, par exemple, qui est venu pour nous faire éclater les rendements, faire éclater la nature, parce que l'ammonitrate a vraiment joué le rôle d'explosif. D'ailleurs, il était fait, l'ammonitrate, pour faire des explosifs. De 20 quintaux que faisait mon père à l'hectare, on est tout de suite passé à 20, 30 et 40 quintaux au bout de quelques années. Ici, ce qu'on a, ce sont des collections. Mais on en a plus que ça. Je ne les ai pas toutes en place parce que, quand même, à mon âge, il faut quand même que je limite, il faut que je puisse maîtriser. Mais les carrés qui sont ici, au total, on en a 150 variétés. Un blé ancien comme celui-ci, c'est un blanc de Châlons, c'est vraiment une variété locale. Eh bien, s'il fait sec, je n'arrive pas à l'arracher, tellement l'enracinement est profond. Un bon enracinement du blé, ça résiste beaucoup mieux au climat, c'est comme ça. Et en plus, dans ces anciennes variétés, il y a la longueur entre nœuds qui fait que ce blé-là a beaucoup plus de résistance aux champignons, parce que les champignons, quand il va être ici, il va mettre beaucoup plus longtemps pour monter au nœud qu'il y a ici. Donc il résiste beaucoup mieux aux attaques des champignons. Vous voyez sur 1 mètre carré, tous les épis qu'il peut y avoir. Il y a eu le même nombre de grains de semés, que ce soit pour celui qu'on va voir tout à l'heure en Villemorin 27, il y a le même nombre de grains. Mais vous allez voir la différence d'épis qu'il peut y avoir. Donc, comme il est très lourd, évidemment, il s'affaisse un peu. Mais même s'il tombe par terre, il se tient, avec la moissonneuse batteuse, il va se récolter. Ça, il n'y a aucun problème. Et on a commencé l'agriculture chimique avec les anciennes variétés. Mais avec l'azote, elles n'étaient pas du tout faites pour ça. Elles ne résistaient pas du tout à l'azote. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais de véritables planches complètement par terre qui n'étaient pas récoltables. C'est de là qu'on nous a sorti des variétés modernes. C'est qu'on avait des semenciers en même temps qui avaient travaillé pour nous faire des variétés beaucoup plus courtes de manière qu'elles résistent à l'azote. Alors ici, Villemorin 27, c'est une variété qui a déjà été croisée par Villemorin, qui a été mise à notre disposition quand on a commencé l'agriculture chimique. Et là, vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus court, mais on voit tout de suite que, eh bien, sans azote, il avait déjà été créé pour recevoir de l'azote. Ici, il n'en a pas reçu, mais on peut regarder avec le même nombre de grains qui a été semé au mètre carré. Vous voyez la différence d'épis qu'il peut y avoir par rapport à l'autre tout à l'heure. C'est là qu'on voit la différence, vous voyez. Donc ça, pour une agriculture biologique, eh bien, il faut dire que ça, on ne peut pas dire qu'il convient. Il convenait déjà pour faire de l'agriculture chimique. C'est-à-dire que les nouvelles variétés ont été faites pour résister, pour faire du rendement. Mais pour faire du rendement, il fallait raccourcir la paille. Il fallait faire des variétés qui résistent à la chimie et qui conviennent à la chimie, qui consomment de l'azote. Et puis ensuite de ça, on s'est aperçu plus tard que ces variétés-là, elles correspondaient beaucoup plus à la meunerie et à la boulangerie industrielle, au détriment, vous dire, de la valeur nutritive, de la valeur énergétique du produit du pain. Voilà, ça c'est clair. Avec l'azote, on a fait pousser l'herbe, si bien qu'on nous a présenté les déserments. Mais c'était vraiment, je vous assure,
Le miracle de l'agriculture, ça. Comme on déséquilibre la terre parce que en apportant les engrais, qu'est-ce qu'on apportait? Les 3 éléments fertilisants, azote, acide phosphorique et potasse. Mais les oligo-éléments n'étant pas là, eh bien le champignon apparaissait. Parce que quand il y a déséquilibre, le champignon apparaît. Et le champignon, il est arrivé au pied du blé. Ensuite, il est monté, puis il est arrivé à l'épi. Et quand il est arrivé à l'épi, ça commence à baisser le rendement. On nous a présenté les fongicides. Encore une deuxième révolution. Enfin, déjà la troisième, c'était l'engrais. Ensuite, le désherbant, le fongicide. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? L'insecte, qui venait aussi pour détruire le blé parce qu'il n'avait plus de raison d'être dans le monde du vivant, parce qu'il était trop dévitalisé. Et là, qu'est-ce que nous a présenté? Les insecticides. Voilà. C'est bien qu'on avait tout avec les engrais, les désherbants, les fongicides, les insecticides, on avait tout. Mais on a fait ça, nous, pendant 30 ans. Il faut dire que de 20 quintaux, nous sommes passés à 70-75 quintaux hectares. Mais nos terres se sont fragilisées, c'est-à-dire que nos meilleures terres se sont mises, comme on dit, à bétonner, c'est-à-dire qu'elles étaient plus souples et elles ne faisaient plus le rôle d'éponge pour accumuler l'eau. Mais au contraire, l'eau ruisselait dans nos meilleures terres. On a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis alors on nous demandait de mettre des gants, de mettre des combinaisons et des masques pour étendre les pesticides. Là, à partir de là, ça nous a beaucoup dérangé. C'est là qu'on a compris qu'il fallait vraiment qu'on arrête le système. Et c'est là qu'on a reconverti la ferme en biologie. Et puis c'est là qu'on a vu les choses autrement. Voilà. L'agriculture biologique s'interdit toute utilisation de produits chimiques de synthèse. Les agriculteurs qui passent en bio peuvent en constater les effets positifs sur la vie de leur sol. Quand je me suis installé en bio, on m'a dit les premières années, il va y avoir le stock d'engrais qui va te permettre d'avoir des rendements, puis après tu vas voir, ça va être dur, quoi. Et en fait, ça a été tout le contraire. Les premières années ont été très difficiles parce que justement, le sol n'était pas très, très vivant. Et puis, le fait de régénérer de la vie, ça apporte aussi de l'alimentation aux plantes. Et c'est un système qui est durable sur du très long terme puisque on n'a pas besoin d'apporter de la chimie, que ce soit sous forme d'engrais ou de traitement. Donc je pense que voilà, c'est juste des pratiques naturelles. La pratique de l'agriculture bio, comme je la ressens maintenant, c'est plus d'accompagner la nature en tirant un profit raisonnable que de vouloir commander exactement ce que j'ai envie sur mes terres. Et les résultats sont quand même assez positifs. Ouais, plus on avance dans le temps et plus je trouve que mes terrains retrouvent une fertilité qu'ils avaient perdue. En parallèle du bio, de nouvelles techniques voient le jour. L'agriculture de conservation a pour objectif de préserver la fertilité naturelle des sols, à laquelle participent les mycorhizes. Benoît Lavier, agriculteur, expérimente l'agriculture de conservation. Alors l'agriculture de conservation, c'est quoi?
parce qu'on en parle, mais il faut la définir. Elle repose sur 3 piliers. La réduction jusqu'à l'abandon du travail du sol, la couverture permanente des sols, et puis la diversité des espèces présentes dans la parcelle, cultivées pour être vendues ou pas. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que on peut ne plus travailler du tout les sols. Hein. Alors, du tout, demandent les gens en général, oui, du tout. Voilà. On n'aura pas du tout travaillé le sol et c'est la plante et l'activité biologique du sol qui va permettre ça. Voilà. Alors la parcelle derrière, oui, c'est un blé qui a été implanté après une orge d'hiver. Voilà. On a modifié nos rotations aussi parce que l'orge d'hiver étant récoltée début juillet, on va dire, dans cette région, elle permet d'implanter un couvert qui va bien se développer. L'objectif de ce couvert, de ces plantes qu'on sème, c'est de couvrir rapidement le sol par son système racinaire, de structurer le sol, donc de remplacer un travail mécanique par un travail biologique qui se fait et par les racines et par l'activité biologique du sol. Alors il y avait un beau couvert qui devait être, quand on a semé, à peu près à la hauteur de ma poitrine, quelque chose comme ça. Donc ça change complètement notre manière de regarder l'agriculture et d'être regardé par les agriculteurs d'ailleurs, qui pour certains voisins nous prennent clairement pour des fous. Mais c'est extrêmement plaisant quand vous semez dans un couvert avec une multitude ou une nuée de papillons et d'abeilles qui virevoltent autour et des oiseaux. On se dit que ouais, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, c'est un système de culture qui est inconnu en France et peu pratiqué et donc peu référencé aussi, puisque les instituts techniques ne travaillent pas sur ce système de culture, ou vraiment très peu, ne le maîtrisent du coup pas très bien. Et donc c'est à nous, agriculteurs, d'aller chercher les chercheurs en leur disant on a besoin de vous pour nous aider sur ce, voilà, essayer de trouver des solutions. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du... Il y a des OGM dans le maïs et le soja destinés à l'alimentation animale. Pour éviter les problèmes, il est possible de nourrir les vaches avec de l'herbe. Quand j'ai repris l'exploitation, on n'avait aucune parcelle à proximité pour faire pâturer les vaches. Donc les vaches étaient en stabulation toute l'année. Donc on est parti sur un système uniquement en silage de maïs toute l'année, avec complémentation de l'alimentation en tourteaux de soja toute l'année. Alors il y avait plusieurs choses qui nous gênaient dans le système précédent. Par rapport à l'environnement, il est vrai que le maïs est une culture plus intensive, qu'il est difficile de réaliser sans intrants, notamment sans herbicides et sans engrais. Et elle implique de toute façon l'apport de tourteaux de soja, donc qui forcément sont des aliments, ce tourteau est à 90% importé des États-Unis et du Brésil. Au jour d'aujourd'hui, il est en totalité pratiquement OGM, donc on avait beaucoup de mal à s'affranchir de ces approvisionnements-là. La question était comment remettre ces vaches au pâturage. J'ai réussi courant l'année 2002 à
a constitué des îlots de 10 hectares de chaque côté de la route, à peu près, ce qui faisait une vingtaine d'hectares pâturables. En même temps, la question était de dire si on a de quoi faire pâturer les vaches ici pendant l'été, il faut trouver une solution pour les traire sur place. La question qui se posait dès le passage à l'herbe en été était de voir comment on peut alimenter des vaches qu'avec du foin en hiver, sachant qu'on a une superficie qui était assez réduite. Le système du séchage en grange nous permet de récolter dès le printemps une herbe de meilleure qualité, qui nous permet de produire plus de lait. L'investissement total du séchage en grange, ça va être de l'ordre de 150 000 € chez nous. Des bons points. On avait réalisé avec les chiffres de la coopérative laitière et le BTPL une étude économique. Et on arrivait avec le système qu'on avait mis en place à un supplément de marge de 23 000 €. Et donc il reste donc de ces 23 000 €, il reste 8 000 € qui sont juste dus au gain lui-même de ce système d'alimentation. C'est-à-dire c'est principalement une économie de charge. On peut rapidement dire qu'entre 2004 et 2002, on a économisé environ 1000 heures de tracteur. Ensuite, il y a 4 700 € qui sont dus à l'économie de temps de travail, avec 50 000 litres de lait en moins de produits. C'est-à-dire qu'on produisait moins de litres de lait, mais on avait une marge supplémentaire.
a actuellement un quota qui fait 450 000 litres de lait à produire dans l'année. Il est vrai qu'avec notre système, notre surface de 80 hectares et notre système, on ne produit pas la totalité aujourd'hui de ces litres de lait. Donc le séchage en grange est là pour nous aider à en produire le maximum, mais de la façon la plus économe possible, quoi, hein. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas forcément de produire la totalité de notre référence, mais bien de la produire de la façon la moins chère possible et d'avoir la meilleure marge et pour sortir nos 3 revenus, quoi. On devient avec notre système d'alimentation à l'herbe beaucoup plus autonome et avec une alimentation beaucoup plus tracée puisque c'est nous qui produisons en totalité notre alimentation. Au jour d'aujourd'hui, avec uniquement du foin et de la pâture en été, on n'a plus besoin d'acheter aucun tourteau. Donc les céréales consommées par nos vaches sont uniquement celles qu'on produit sur l'exploitation. Donc on n'a absolument aucune raison d'introduire des OGM sur notre exploitation. Les OGM ne peuvent pas nous intéresser dans notre système. Moi, j'y vois vraiment aucun intérêt dans ce qui nous est proposé, sachant que le principal argument des vendeurs d'OGM, c'est d'avoir des plantes plus performantes et voilà. Nous, les plantes, on les souhaite les plus adaptées à notre environnement, à nos terrains et donc on va les trouver plutôt chez nous en les choisissant plutôt que des plantes qui viennent de l'extérieur et qui ne seront pas du tout adaptées à nos conditions, quoi.